Vous entrez dans l'univers de Voix sauvages, le podcast qui retrace les itinéraires de vie inspirés de la nature. Les personnes que vous allez rencontrer ont toutes une ligne directrice commune, le vivant pour inspiration. Artistes, alchimistes, guérisseurs, explorateurs, rêveurs, mais avant tout architectes de leur propre vie, chacun et chacune puise son inspiration dans l'essence même des plantes, de la forêt, de l'océan et de toute la richesse que nous offre notre mère, la Terre. Reconnexion à la nature sauvage et au vivant, voyage initiatique, conception de projets positifs, je vous invite à passer quelques minutes suspendues aux côtés de chaque invité pour découvrir son histoire, son parcours et ses projets pour vous inspirer à votre tour à bâtir vos propres rêves d'enfant. Je suis Marion et je vous souhaite la bienvenue sur Voix sauvages. Beauté, douceur, poésie et justesse. Ce sont les mots qui me viennent pour caractériser Aurélie Guérin. Cette justesse, qu'elle nomme aussi harmonie, c'est l'ingrédient qui fait toute la différence dans sa façon d'entreprendre ses différents projets artistiques. Parce que oui, Aurélie est une artiste du fil où elle imagine ses propres vêtements dans son atelier à Hossegor pour sa marque de pièces uniques et upcyclées Anémone. Toujours son appareil à la main, elle est aussi une artiste de moments capturés et d'aventures documentées, comme sa dernière réalisation Thousand Roads, aux côtés de Paul Duvigneau, un surf trip sur les routes de la côte atlantique marocaine. Au quotidien, Aurélie vit au rythme de sa propre danse, de ses cycles créatifs, et sait comment saisir cette justesse du moment pour exprimer son art. Avec Aurélie, on a parlé de son enfance multicréative à l'ombre des oliviers du Sud-Est, l'étape inspirationnelle de son voyage en Nouvelle-Zélande, l'histoire de sa marque Anémone et ses différents projets qu'elle mène aujourd'hui sous les pins maritimes landais. Bonjour Aurélie. Salut Marion. Comment tu vas ? Eh bien ça va très bien, et toi ? Super, merci. Alors pour démarrer notre conversation, j'aime bien revenir aux sources un petit peu de ton parcours. Donc j'aimerais savoir quel enfant étais-tu et est-ce que tu as toujours été connectée à la nature ? J'ai grandi avec 2 sœurs. J'ai grandi dans le sud-est de la France, où mes parents habitent encore. Mais j'avais un côté à la fois très lié aux autres et en même temps très solitaire. Et j'adorais m'enfermer dans ma chambre pour créer, imaginer des choses, créer des mondes, créer avec tout ce que j'avais sous la main. Et donc soit j'étais dans ma chambre, soit j'étais dans le jardin de mes parents, en fait, dehors, à grimper dans les oliviers. C'est vrai que j'ai eu la chance de grandir dans la nature, dans le centre du Var en fait. Et mes parents ont un grand jardin avec des oliviers, des restanques. Il y avait un grand sol pleureur magnifique. Et je passais mon temps soit dehors à faire du vélo, du roller, à aller courir dans le jardin avec les chiens, grimper dans les arbres, aller me balader en forêt, etc. Et sinon, j'étais dans ma chambre en train de chanter, danser, imaginer des numéros, des pièces de théâtre, faire des dessins, bricoler. Enfin, j'essayais tout le temps de faire des choses, quoi. Et j'avais... à la fois, j'aimais beaucoup passer du temps avec mes amis, à l'école, où tu vois, j'adorais les journées d'anniversaire, les samedis après-midi où on se réunissait et on faisait plein d'activités ensemble. Mais aussi, j'étais très à l'aise avec le fait d'être toute seule, soit dans la nature, soit dans ce fameux jardin ou ailleurs, soit toute seule dans ma chambre à créer, quoi. Et justement, avec toute cette soif d'exploration, de curiosité, éveil de tes sens aussi, est-ce que tu avais déjà un rêve ou quelque chose que tu voulais accomplir enfant, un peu une projection sur l'avenir ? Je pense que assez vite, j'avais un truc de justesse ou de justice. Je ne sais pas trop comment le situer. En fait, mon grand-père était très croyant. Il me parlait parfois du bien et du mal. Alors après, on peut discuter de qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Mais je pense que j'ai toujours eu un peu ça en fond. Et je me souviens qu'à l'école, tu vois, dès qu'il y avait des situations un peu d'injustice, moi, ça me révoltait. Et ça, c'est un truc qui m'est resté vraiment aujourd'hui. Je pense que tous mes amis peuvent en témoigner. Mais du coup, je pense que j'avais vachement ça qui me tenait et en même temps tout mon aspect créatif. Et du coup, je me disais... je pense que assez jeune, j'avais pas
un rêve en particulier ou une envie en particulier, mais je pense que j'ai vite vu que le fait de créer, de rassembler, en fait rassembler les gens autour de projets positifs, enfin, je pense que j'ai vite vu que de ça en sortait du positif et du coup, j'avais pas spécialement de vision d'un endroit où je voudrais aller. Et en fait, même, je pense que j'étais assez perdue parce que j'ai vite voulu explorer plein de champs différents. Très petite, j'ai fait de la peinture, de la poterie, de la danse, du chant. Enfin, j'ai essayé de faire plein de choses pour m'exprimer différemment. Et du coup, d'un côté, ça m'a apporté plein de choses. En même temps, je pense que ça m'a un peu perdue puisque je savais pas trop qu'est-ce que je vais faire, etc. Mais ça m'a enrichi, ça c'est sûr. Et je pense que voilà, ces deux côtés un peu de justice et enfin justice et même justesse, je dirais, et de créativité, ça m'a un peu toujours amené à me dire même sans savoir où tu vas, il y aura toujours un peu ces deux choses qui seront présentes, quoi. Comment tu décrirais ta relation ou ton rapport avec la nature aujourd'hui? Quel espace elle prend dans ton quotidien? Et peut-être lequel de tes sens est le plus en effervescence avec la nature? Je pense que clairement, elle fait partie de mon environnement quotidien. Ayant grandi dans un jardin entouré de cyprès, de lavandes, d'oliviers, on avait voilà, le centre du Var, c'est vraiment situé entre les montagnes et la mer. Donc il y a une diversité de paysages et de faune, de flore qui est vraiment incroyable. En fait, quand s'est posé la question de me dire où est-ce que j'ai envie d'habiter, je suis arrivée dans les Landes un peu par hasard. En fait, après un voyage en Nouvelle-Zélande où je suis partie habiter pendant 1 an et où là, pour le coup, j'ai vraiment été immergée au quotidien dans la nature, puisque la nature, en fait, les villages, en fait, se construisent vraiment en lien avec la nature. C'est-à-dire que un village qui par exemple, qui est construit au pied des montagnes, les habitants vont vraiment habituer leur mode de vie quotidien à cet environnement précis exactement, et différemment s'ils sont près de l'océan ou près d'un lac ou près d'une rivière. Et en tout cas, moi, j'ai vraiment ressenti ça. Et je pense que la Nouvelle-Zélande, d'ailleurs, c'est vraiment un pays qui m'a beaucoup inspirée pour savoir voilà, où est-ce que j'avais envie de vivre, de quelle manière, dans quel environnement, qu'est-ce que je voulais voir en fait et dans quel quotidien je voulais m'immerger. Et aussi beaucoup le sens de communauté et de communauté qui protège son environnement. C'est vrai que ça, en Nouvelle-Zélande, c'est vraiment très probant. Et donc je suis arrivée dans les Landes parce que, bref, par un peu le hasard, sans trop savoir si j'allais rester ici. Et en fait, les Landes m'ont ouvert les bras en me disant tiens, viens ici. J'ai trouvé très facilement un travail, un logement, etc. Bref, tout ce qu'il faut pour vivre. Et je me suis dit, vas-y, je reste. Et très rapidement, en fait, je me suis adaptée à cet environnement qui est un peu aussi particulier, je pense. Enfin, surtout moi, ayant grandi avec une très très grande diversité florale. Et, vraiment, il y a beaucoup beaucoup de diversité. Alors, dans les Landes aussi. Mais c'est vrai que ça peut paraître très abrupt quand on arrive ici, que voilà, il y a beaucoup de pins, il y a des fougères, il y a les dunes, ça peut paraître très cru, très brut. Et en fait, il y a aussi beaucoup de douceur qui émane en fait de cet environnement, je trouve. Et donc voilà, du coup, depuis que je suis ici, en fait, c'est pour cet environnement-là que j'ai choisi d'habiter ici. Et donc la nature fait clairement partie de mon quotidien, même sans des fois que je m'en rende compte, parce que en fait elle est tellement là que j'y prête presque plus attention, entre guillemets. Mais ouais, c'est vrai que d'habiter proche de l'océan, on est aussi proche du Pays Basque où il y a quand même toute la chaîne des Pyrénées, les montagnes, les forêts, voilà quoi, c'est un environnement dans lequel je suis très heureuse d'habiter aujourd'hui. Et après, mon lien à la nature, déjà, je pense que je suis très visuelle, donc je pense que j'ai beaucoup ce truc d'observation. Comme je le disais au début, j'aime beaucoup, je suis très à l'aise avec la solitude, avec le silence. Et du coup, c'est, je pense, quelque chose qui m'aide beaucoup à observer. Donc je pense que le regard compte énormément.
J'aime bien, tu vois, quand je suis, je sais pas si je vais me balader en forêt ou à l'océan, j'aime bien, même si j'adore écouter des podcasts ou écouter de la musique, j'aime bien juste ne rien avoir pour vraiment me concentrer sur ce que je vois et aussi du coup l'audition, clairement écouter les sons, quoi. C'est vrai que je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'entendre des vagues qui déferlent sur la plage, ou entendre le bruit des feuilles dans une forêt. Je pense que c'est vrai que la vision et l'ouïe, je pense que ce sont deux choses, moi, qui sont très présentes quand je suis en pleine nature, quoi. Et pour continuer, j'aimerais qu'on arrive sur ton parcours personnel et pro, enfin le cheminement de tes projets. Donc tu arrives dans les Landes et est-ce que tu peux justement nous partager la genèse de ton projet Anémone? Comme je le disais, en fait en Nouvelle-Zélande, quand je suis partie, j'ai vraiment découvert ce sens de communauté, d'entraide, de lien à la nature, de préservation de l'environnement, etc. Et en fait, quand je suis partie, je suis partie avec un projet qui était d'aller à la rencontre d'acteurs, de créateurs locaux, d'artistes, ou juste d'humains, quoi, qui portaient des projets qui soient publics ou privés, peu importe, mais qui avaient en fait pour lien un lien à la nature et la création avec la nature. Et donc en fait, j'ai un peu vadrouillé, surtout sur l'île Nord, pour rencontrer ces personnes. J'ai fait du woofing chez un couple qui avait une maison, qui essayait de vivre en autonomie, etc. Et en fait, j'ai rencontré aussi plusieurs artistes ou créateurs qui tentaient de vivre de la manière la plus autonome, la plus propre possible, la plus en adéquation avec leur environnement, justement. Et en fait, moi, j'ai trouvé ça vachement inspirant, quoi. Alors, il y a énormément de personnes qui font ça partout dans le monde. C'est vrai que moi, j'en étais à un moment, en fait, de ma vie où... Avant ça, j'avais passé plusieurs mois à Paris après mes études en design de mode. Alors, en sortant de mes études, j'avais pas du tout envie de travailler pour une grosse boîte et être juste un petit maillon qui fasse quelque chose... Des tâches très répétitives pour créer des vêtements pour l'industrie textile. Ça m'intéressait pas du tout, ni créativement, ni par rapport à l'environnement, tout simplement. Et du coup, j'ai travaillé en fait à Paris pour une marque engagée qui s'appelle Les Récupérables. C'est une marque éco-responsable qui faisait fabriquer dans des ateliers de réinsertion à Paris ou en région parisienne, avec uniquement des fins de rouleau, de marques, des chutes de tissu, des rideaux, des nappes, vraiment, circuit très très court et très local. Et bref, donc j'ai fait cette expérience à Paris, et puis bon, Paris, ça restait Paris quand même si j'ai adoré cette expérience, il me manquait beaucoup de nature. Et donc, donc je suis arrivée en Nouvelle-Zélande, j'ai fait un peu le truc à l'envers. Mais je suis arrivée en Nouvelle-Zélande avec donc cette expérience parisienne et du coup, ensuite, cette expérience néo-zélandaise où j'ai rencontré beaucoup de personnes très inspirantes et qui m'ont montré en fait que même en étant seul, en fait, on peut faire des choses, on peut faire la différence. Et que finalement, ils étaient seuls dans leur art, leur création, mais ils faisaient partie d'une communauté, d'un ensemble. Et donc, en fait, quand je suis arrivée dans les Landes, je suis arrivée avec ce bagage-là, toute cette expérience que j'avais accumulée, toutes ces rencontres et toute cette inspiration. Et en fait, tout simplement, alors j'ai trouvé un travail. Je travaillais dans une boutique dans le centre-ville d'Hossegor. Et donc c'était alimentaire, même si c'était quand même très chouette, j'avais une super équipe, etc. Mais je me suis dit, vas-y, à côté, je vais créer ma marque de vêtements. Je vais commencer juste comme ça, quoi, on verra. Je vais faire des choses et on verra où ça va. Et en fait, j'ai un ami que j'avais rencontré en Nouvelle-Zélande qui venait d'ouvrir une friperie dans la zone à Hossegor. Et du coup, je lui ai proposé, est-ce que ça te dirait que je récupère des vêtements de fripe,
que t'as pas vendu ou parce qu'ils sont, je sais pas, peut-être un peu abîmés, peut-être que la taille ne convient pas, peut-être que la coupe ne convient pas. Et du coup, j'ai commencé à juste transformer ces vêtements pour leur donner une seconde vie et qu'ils évitent de juste dormir dans sa boutique. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ensuite, on a continué pendant 2 ou 3 ans. Ensuite, lui, il a arrêté son activité. Et moi, j'ai continué, Anémone, où en fait, à la base, donc, c'était pas Anémone, ça avait juste le nom de la fripe qui s'appelait Simone à l'époque. Mais en fait, moi, après, voilà, quand j'ai récupéré vraiment le bébé, je me suis dit, bon, je repars un peu de zéro, il n'y a plus la fripe pour sourcer mes matières. Et donc, voilà, après, en fait, j'ai créé vraiment Anémone avec l'identité que je voulais y mettre. Et en réfléchissant, les pièces de manière différente. Donc comme j'ai une formation en design de mode, je peux faire mes patrons, donc ça c'est vrai que c'est quand même l'avantage. Je peux vraiment partir de zéro et après de sourcer mes matières de manière locale, donc d'aller chercher je vais chercher mes matières dans des ressourceries. J'essaye de chiner vraiment des tissus ou même des vêtements à retransformer. Donc voilà quoi, c'est comme ça que Anémone est née et perdure et surtout là a repris, parce qu'en fait j'ai fait quand même une petite pause pendant plus d'1 an parce que j'avais plus d'atelier où créer. Et parce que je pense que aussi j'ai été un peu appelée ailleurs. Mais voilà, là j'ai repris depuis le printemps. Et donc j'ai créé une nouvelle collection qui est sortie cet été. Du coup, donc c'est une collection qui s'appelle La Plage. Donc comme je disais, qui est inspirée de la plage, de l'océan. Et j'avais vraiment envie de créer des vêtements qui soient dans lesquels en fait on puisse se sentir libre. Donc c'est toujours des couples qui sont très ajustables, qui sont assez amples et confortables. Donc des hauts, des bas, des jupes, des shorts, des pantalons, des petits tops, des blouses. Et en fait, j'essaye de créer à chaque fois, de penser le vêtement pour pas avoir de plastique dessus. Donc pas de boutons, pas de fermeture éclair. Enfin voilà, éviter vraiment tout ce qui est plastique. Donc évidemment tous les matériaux sont uniquement en coton, donc soit des matières recyclées, coton ou du lin que je source localement aussi, qui est certifié, etc. Et donc en fait tous les vêtements ont soit des fermetures qui sont nouées ou j'ai quand même des élastiques au niveau des pantalons, mais voilà, sinon j'essaie vraiment de créer pour ne pas avoir de plastique du tout. Et après, donc, les valeurs qui sont autour d'Anémone de manière générale, c'est évidemment le respect de l'environnement, le respect aussi des personnes qui vont acheter et consommer ces vêtements-là. Donc, c'est-à-dire que j'essaye de créer des vêtements qui puissent s'adapter au maximum de morphologie et au maximum de taille. Et aussi, évidemment, mon respect à moi, puisque ça compte aussi. Et donc, du coup, j'essaye de toujours créer en respectant mon rythme. Et en fait, c'est ça aussi l'avantage d'être auto-entrepreneur. C'est que du coup, je peux... je te disais tout à l'heure que là, en ce moment, j'étais un peu fatiguée. Donc, j'ai pas créé autant que ce que je voulais. Mais en fait, c'est pas grave. Ou même juste là, la dernière année, j'étais sur d'autres projets. Donc, en fait, je n'ai rien fait pour Anémone. Mais en fait, c'est pas grave. C'est le temps aussi de la marque et c'est sa vie. Et je pense que ce respect-là du rythme et du temps, c'est très important pour moi et pour la vie en fait de cette marque qui est évidemment du coup c'est de l'artisanat que je fais et j'ai pas du tout pour but de produire en fait. Pour moi, c'est pas de la production, c'est vraiment de la création et de la fabrication. Et donc j'essaye toujours de respecter le temps juste, qui est juste pour moi, et voilà, de respecter l'environnement en sourçant bien mes matières, et voilà. Et une question me vient aussi complémentaire. Est-ce que tu as toujours été à l'écoute de toi-même et de tes cycles justement, ou c'est quelque chose que tu as appris dans ton parcours en fait au fur et à mesure? Alors je pense que déjà très petite, depuis toute petite, j'ai un instinct assez fort et je sais très vite quand c'est juste ou pas.
Alors ça veut pas dire que je m'écoute forcément toujours. Mais je pense que j'ai toujours eu cette facilité à me connecter à ce que j'avais à l'intérieur et à quand même m'écouter, ou en tout cas quand c'était pas juste le savoir. Et des fois c'est pas forcément le bon moment pour réajuster, donc faut laisser aussi la vie faire, je pense. Mais je pense que oui, j'ai quand même toujours plus ou moins eu ça. Après, clairement, le fait de partir, de voyager et de pratiquer du sport aussi, ça m'aide de plus en plus. Enfin, c'est vraiment, je pense, depuis ce voyage en Nouvelle-Zélande, en fait, ça a fait un peu un twist quoi, dans ma vie. Ça m'a appris beaucoup de choses. Et enfin, voilà, le respect des communautés et de l'environnement qui est là-bas, c'est aussi... Enfin, les gens ont aussi un respect envers les autres, quoi, tout simplement. Et donc envers eux-mêmes aussi. Ouais, et donc envers eux-mêmes. Et c'est vrai que ça a beaucoup changé mon regard sur moi-même. Et j'ai aussi découvert la pratique du yoga quand je suis arrivée ici. J'ai été initiée par ma copine Julia qui m'a amenée au cours de Sydney. Et c'est vrai que à tâtons, en fait, petit à petit, plus avec le surf, enfin voilà, il y a plein de choses en fait qui ont fait que petit à petit, j'ai appris à m'écouter vraiment et à poser mes limites, à savoir dire non et à ouais, reconnaître tous les signes intérieurs qui me disent ce qui est bon pour moi à tel moment, quoi. Et en parallèle de tes créations anémones que tu fais main et qui sont aussi upcyclées, tu exprimes ta créativité d'un autre œil, celui de la photo et de la vidéo. Comment as-tu nourri cette passion et comment t'es-tu lancée ? Pareil, je crois que c'est venu quand j'étais... je crois que la première fois que j'ai touché à cet univers... Ouais, je m'en souviens très bien, j'avais 12 ans et en fait ma tante s'était acheté c'était un petit appareil numérique où bref en fait je l'avais un peu utilisé, j'avais fait des photos, des trucs, j'avais expérimenté des trucs et en fait j'avais vu qu'on pouvait faire de la vidéo avec et je me suis dit trop bien, je vais écrire un film et je vais faire jouer ma sœur et mes cousines et je vais faire un montage, enfin bref j'avais fait mon délire de 12 ans quoi. Et du coup j'ai fait mon premier film quand j'avais 12 ans. Je crois que j'ai encore ce truc, faudrait que je te le montre. Est-ce que justement tu veux nous partager le sujet de ce premier film ? C'était un film, c'était vraiment un truc d'enfant, quoi. Je crois que c'était pendant les vacances d'Halloween. Du coup, j'avais fait un film. En fait, dans la maison de mes grands-parents, j'avais imaginé je sais pas, je crois que c'était ma sœur qui jouait une petite fille qui arrivait devant cette maison et chaque pièce, dans chaque pièce, en fait, à chaque fois qu'elle ouvrait une porte, il y avait tout un univers avec des monstres, avec des univers complètement déjantés. On est sur un Tim Burton à la Aurélie. Ah, c'est ça, c'est un peu ça. C'était... non, mais c'est marrant. Mais du coup, avec les moyens du bord, quoi, j'avais pris des tissus que mes grands-parents avaient. Ils avaient des vieux costumes dans une malle au grenier. J'avais récupéré des trucs, essayé de fabriquer. Enfin bref, c'était marrant parce que du coup... voilà quoi, je faisais jouer du coup mes cousines, ma sœur et voilà, enfin j'ai mis tout ça en scène, je filmais, après j'ai fait le montage, etc. J'ai fait une grande première dans le salon de mes grands-parents, etc. Enfin bon bref, j'ai essayé de faire ça quand même assez bien. Bien de A à Z. C'était marrant. Je faisais souvent ça, je faisais des spectacles de danse, j'écrivais des pièces de théâtre, etc. Enfin bref. Donc voilà, c'est cette première expérience avec une caméra dans la main. Et ensuite, comme je disais, j'ai toujours été un peu touche à tout, donc j'ai toujours manipulé plusieurs outils créatifs, plusieurs médiums. Et en fait, quand j'ai fait mon école d'art appliqué, la photo et la vidéo ont été des outils que j'ai beaucoup utilisés pour parler de mes projets, en fait, pour exprimer d'autres choses autour de mes projets. Parce qu'on avait toujours des projets créatifs à mener sur plusieurs mois. Et du coup, voilà, la photo et la vidéo étaient là en soutien, en fait, autour de chaque projet. Et après, en fait, la photo, ça a toujours fait partie de mon quotidien depuis que je suis ado. J'ai toujours eu des argentiques, un appareil numérique. Et pendant mes voyages au quotidien, en fait, j'ai toujours fait des images.
Et voilà. Et en fait, encore du coup, aujourd'hui, où j'utilise la photo, alors beaucoup plus, je pense, moi ce qui m'anime plus aujourd'hui, c'est les projets plus artistiques. Combien même j'adore toujours avoir un petit appareil sur moi quand je pars quelque part ou avec des amis ou autre. Mais voilà, et donc là en l'occurrence, l'année dernière, donc Paul, mon chéri, devait partir au Maroc pour faire un film de surf avec une amie à lui qui finalement n'a pas pu venir. Et en fait, moi, je lui avais dit plusieurs mois avant que j'avais envie de me lancer un peu plus professionnellement dans un projet de film, parce que je fais surtout de la photographie, en fait. Et en fait, quand son ami a dû se désister pour ce voyage, bah, il m'a dit viens avec moi, en fait. On part tous les deux pendant 3 mois et puis c'est toi qui filmes, quoi. Et moi, généralement, quand on me propose d'être comme ça, au début, je me dis t'es sûr? Et puis en fait, très rapidement, je me dis bon, allez, on teste, on essaye, j'y vais et puis on verra, quoi. Donc en fait, en 3 mois à peine, on a monté le projet ensemble. Et on est parti de décembre à février de cette année, au Maroc, pour explorer les côtes marocaines, chercher des vagues et explorer l'intérieur des terres dans les grands déserts marocains. Et donc on en a fait un film qui est sorti là en juin. Alors j'ai pas fait le montage, c'est Jean-Charles Couty qui a fait le montage. Mais voilà, je suis trop contente d'avoir pu participer à ce projet parce que c'est quand même un projet qui a une ampleur complètement différente de mon petit film d'Halloween que j'ai fait quand j'avais 12 ans. Mais j'espère que ce sera le premier d'une longue série. Et voilà, enfin, c'est vrai que en fait, la photo fait quand même plus ou moins partie de mon quotidien, mais quand il s'agit de le faire de manière plus professionnelle et pour des projets, je pense que j'ai pas trop peur d'y aller et je me dis yallah, on y va, quoi. Et c'était quoi ton état d'esprit avant le film et maintenant post-production, projection, où là il est en train de vivre et il vit super bien d'ailleurs. Voilà, est-ce que tu peux un peu nous partager la Aurélie avant et après le film, parce que c'est quand même pas rien comme projet, puisque oui, comme tu dis, tu as filmé intégralement tout le voyage. Donc c'est quand même un très beau projet et assez grand quand c'est une première aussi. C'est dur à dire encore parce que je suis encore dedans, parce qu'on fait encore la tournée de ce film. Je pense que c'est un peu tôt pour dire ce qui a changé. Je pense que ce qui est sûr, c'est que ça m'a beaucoup plus... Enfin, ça m'a donné l'envie, en fait, de continuer à monter des projets comme ça et voilà, de juste me dire, en fait, je peux partir avec ma caméra et puis filmer. Et par contre, ce qu'il faut que... Enfin, le sujet sur lequel il faudrait que je me penche un peu plus, c'est le montage, puisque c'est vraiment là qu'on révèle en fait un film, quoi. C'est dans le montage que les images prennent un sens. Et j'ai fait un petit peu de montage auparavant, mais jamais sur un projet de cette ampleur-là. Ouais, je sais pas trop pour l'instant. Je pense que c'est un peu tôt encore pour dire ce qui aurait pu changer, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça m'a peut-être affirmé plus dans cette envie-là et en fait enfin voilà, je sais que l'imagerie de manière générale, c'est un domaine qui m'attire énormément et que j'affectionne beaucoup et que j'utilise au quotidien dans mon métier et j'espère juste vraiment que voilà, je pourrai avoir d'autres projets qui vont dans ce sens. Et donc aujourd'hui, si on venait se glisser dans ton quotidien, à quoi ça ressemble une journée ou une semaine type avec Aurélie Guérin? Il n'y a pas de semaine type ni de journée type. Et c'est ça que j'adore en fait, c'est que le fait
d'être à mon compte, ça me permet d'avoir une très grande liberté et de pouvoir décider de ce que je vais faire ou pas. Alors évidemment, il y a peut-être plus de responsabilités qui arrivent avec cette autonomie, mais enfin voilà, c'est vrai que moi, pour la liberté que ça m'apporte, vraiment, je changerais ça pour rien au monde. Mais non, une journée type ou semaine type, il n'y a pas vraiment. Après, je dirais que j'ai quand même une routine matinale que je garde quoi qu'il arrive, que j'essaye de garder vraiment au maximum, même quand je pars en voyage. C'est de vraiment, dès que je me lève, me mettre, même si c'est juste 5 minutes sur mon tapis, mais de toujours commencer ma journée en me connectant à l'intérieur, en silence, à faire une pratique physique, mais vraiment aussi juste commencer ma journée en faisant en fait une première connexion avec moi-même, quoi, tout simplement. Donc je pense que je vais m'arrêter là sur la journée type parce qu'en fait après mes journées sont très différentes parce que du coup donc soit je vais travailler à l'atelier pour Anémone et fabriquer des nouvelles pièces, soit je vais chiner des tissus, soit je m'occupe plus de la communication sur mon ordinateur. Je travaille aussi en freelance pour une marque qui s'appelle Graine, qui est dans le Pays Basque. Donc parfois je descends à Biarritz pour travailler avec Chloé. Ou alors je travaille à distance aussi depuis ici. Et puis après, il y a tous les autres projets alentour. Parfois, je fais aussi des photos avec des amis ou pour des clients. Donc voilà, c'est vrai que ça varie vraiment. J'ai pas de période de journée qui se ressemble. Et du coup, ça me permet d'organiser mes journées en écoutant vraiment ce que j'ai envie de faire. Et évidemment, je dois faire des choses aussi, parce que sinon il n'y a rien qui avance. Mais voilà, ça me permet d'avoir, de ne pas avoir de quotidien qui se ressemble, quoi. Et on n'a pas encore parlé de ce sujet-là, mais on s'est connus, toi et moi, grâce au projet de tiers-lieu Nomadland, dont nous faisons toutes les deux parties, avec 5 autres femmes hyper inspirantes, engagées, qui sont aussi dans les Landes en partie, mais un petit peu partout au final. Est-ce que tu peux nous partager ce que représente pour toi ce projet qu'on a en commun et pourquoi tu as décidé d'y prendre part ? Ouais, Nomadland. Nomadland, alors moi j'ai rejoint le projet, ça fait 3 ans je crois déjà. Toujours un peu dans la même idée de faire partie d'une communauté, de créer une communauté ayant les mêmes valeurs et les mêmes envies et comment dire, ayant vraiment... en fait, j'étais à un moment où j'avais justement donc, mon projet Anémone qui prenait forme. Et en fait, j'avais envie de me rallier à un projet avec d'autres personnes, en fait, de faire partie d'un groupe et d'une communauté. Mais d'un projet qui soit un acteur local en faveur de l'environnement, en faveur des habitants, des personnes qui viennent travailler aussi ici en été ou même à l'année, des artisans, etc. quoi. Donc voilà, avoir un projet qui m'amène plus ce côté groupe, en fait, ce côté de lien humain. Et donc j'ai rejoint, en fait c'est marrant parce que c'est vraiment un concours de circonstances. C'est donc Stéphanie qui est à l'initiative de Nomadland, qui est venue donc dans la fripe où il y avait du coup mes créas et qui a en fait qui m'a acheté des vêtements. Alors moi j'étais pas là puisque j'étais sûrement ailleurs en train de créer quelque chose. Mais du coup en fait donc Guillaume qui tenait Simone à l'époque a donné mon contact à Stéphanie parce qu'en discutant en fait elle lui a parlé de Nomadland. Elle a dit mais je pense que Aurélie elle sera vachement intéressée par ce projet, quoi. Et donc on s'est rencontrés et après j'ai rencontré le reste de l'équipe, dont toi. Et
Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai rejoint Nomadland et ça concordait parfaitement avec tout ce que j'avais vu auparavant, notamment en Nouvelle-Zélande. Et voilà, cette envie de créer une communauté qui se fédère autour d'un projet commun pour le futur, pour voilà, se demander qu'est-ce qu'on construit ensemble, comment est-ce qu'on le construit. Parce que c'est vrai que souvent, les projets politiques sont quand même assez court-termistes. Et en fait, c'était un projet... Enfin voilà, Nomadland, c'est un projet qui est ultra positif et qui donne vraiment de l'espoir et du souffle, en fait, à l'avenir. Alors là, on n'en est encore qu'à l'état de projet. On cherche encore un terrain pour faire naître Nomadland. Mais je pense que c'est un projet qui rassemble énormément. Et d'ailleurs, on le voit sur les réseaux où quand on en parle, tout de suite, les gens nous disent mais il est où ce tiers-lieu quand est-ce qu'il va ouvrir Où les gens pensent qu'il est déjà ouvert et qu'il existe déjà. Et c'est vrai que c'est fou parce que ça montre à quel point il répond à beaucoup de problématiques, beaucoup d'attentes au niveau local et même, je pense, plus. Voilà, vis-à-vis de questionnements que beaucoup de personnes ont aujourd'hui par rapport à l'environnement, au futur, aux questions sociales, etc. Mais en plus, juste, en fait, ça met en joie, en fait, d'avoir un projet positif qui parle d'humain, d'artisanat, de bien-être, enfin voilà, quoi, toutes les thématiques qui nous manquent, je pense, dans les sociétés actuelles, quoi. Tout en rassemblant, en fédérant. Et en fait, ce qui est important aussi, je trouve, dans un tiers-lieu, c'est de réussir à rassembler des gens de tous les horizons, tous les bords, toutes les classes sociales même, en fait. Donc, l'idée, c'est que ce soit un lieu ouvert à tout le monde, quoi, et qu'il y ait vraiment une mixité. Et aujourd'hui, quelles sont les valeurs qui drivent tes projets au quotidien? Donc, tous tes projets au global, étant donné que on en a parlé juste avant et que c'est très multidisciplinaire, j'ai envie de dire. Je pense que la première valeur, je pense que c'est le respect. Le respect voilà, de l'environnement, des personnes, de moi-même, le respect du temps. Et t'en parlais au début, mais cette justesse, est-ce que tu la vis au quotidien ou c'est toujours un peu un jeu d'équilibre, c'est toujours en recherche ou aujourd'hui tu peux dire j'arrive à faire des projets avec la bonne justesse au bon moment pour moi? Oui, je pense que je m'en sors pas mal de ce point de vue-là. Comme je te dis, tous les matins, en fait, je prends un peu le temps de me questionner sur comment je me sens et de me mettre un peu dans un mood pour ma journée. Donc du coup, ça permet déjà d'instaurer un climat pour la journée. Alors évidemment, il y a toujours des aléas, c'est la vie. Il y a toujours des hauts et des bas, etc. Mais je pense que justement, le fait d'être très facilement à l'écoute de moi-même et dans le silence, et aussi, mine de rien, de pratiquer des sports comme le surf, en fait, quand on va dans l'océan, ça nous apprend l'humilité, ça nous apprend l'observation, l'écoute de soi et de l'océan, et aussi de l'environnement autour, parce qu'on n'est pas seul dans l'eau. Ça force forcément à prendre le temps de s'écouter, d'appréhender les choses autour. Et en fait, c'est vrai que moi, je pense, la justesse fait toujours partie intégrante un peu de mon quotidien, et c'est comme un peu pas l'équilibre, mais plus l'harmonie, quoi. C'est-à-dire que des fois c'est un tel projet qui prend plus de place et du coup je mets un peu en pause ou je ralentis beaucoup plus un autre, mais en fait tant que moi ça me convient et que je sens qu'à l'intérieur c'est ok, en fait je me dis allez, et j'ai pas de culpabilité, tu vois, à me dire que Anémone a été en pause pendant plus d'1 an. En fait c'était pas grave, quoi. C'est comme ça, et
Et ça m'a permis de faire d'autres choses. Si je m'étais, tu vois, accrochée à me dire non, il faut à tout prix que Anémone, je continue tous les jours ou toutes les semaines, qu'au moins je travaille tant d'heures dessus, que je fabrique des vêtements, etc. Bah, en fait, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait à côté. Donc non, je pense que ouais, la justesse, ça fait partie ça fait partie intégrante de mes projets, de ma vie au quotidien et de qui je suis finalement. Ouais. Quels sont les principaux challenges qui ont croisé ta route et comment tu as réussi à les transcender? Je pense que les challenges vraiment qui sont venus à moi, en fait, ils sont pas venus à moi, c'est plus moi qui les ai créés. En me disant un peu du jour au lendemain, je vais partir en Nouvelle-Zélande ou vas-y, on part au Maroc faire un film. Enfin voilà, je pense que j'ai un peu ce tempérament de me dire allez go, on y va et on verra. Alors après, j'ai quand même des peurs forcément, comme tout le monde, on a tous des peurs. Mais j'essaye un peu de faire fi de ces peurs, de les mettre de côté et de me dire go quoi. En fait, je regretterais plus de pas essayer plutôt que d'essayer et de rater quoi. Mais non, je pense pas. Enfin, là comme ça, j'ai pas de challenge en particulier qui me viennent, mais je pense que c'est plus. Je pense plus à ce tempérament-là que j'ai de juste aimer moi tenter des choses et de toute façon je pense que en fait c'est un peu un indicateur quand il y a un challenge à un endroit qu'on sent qu'il y a une petite peur, c'est que il y a un truc à aller creuser généralement et sinon en fait on serait complètement désintéressé de cette chose donc je pense qu'au contraire c'est que ça nous indique quelque chose et même si on se trompe ou que la finalité est pas trop ce qu'on attendait ça réoriente toujours en fait, ça redonne un nouveau cap, ça donne de nouvelles idées, il y a toujours des rencontres, il y a toujours quelque chose en fait, je pense, derrière les expériences, donc ouais. Et est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent au quotidien, que tu aimerais d'ailleurs peut-être entendre sur Voix Sauvage? Il y a plein de personnes inspirantes partout. C'est vrai que j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui sont très inspirantes, dont tu fais partie aussi avec ce podcast. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Et soit des personnes qui créent des choses, qui ont des projets ou juste dans leur manière de vivre en fait, qui sont vachement inspirantes. Je pense que si je devais citer une personne, je te dirais Sydney. Qui est à l'origine ma prof de yoga, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est elle que Julia m'a emmenée voir quand je suis arrivée, qui est devenue une amie maintenant. Et avec son chéri Nico, ils ont créé un lieu à Signos où ils vivent de manière la plus autonome possible. Donc ils ont créé leur maison, ils ont construit leur maison, ils ont un grand potager en permaculture. Sydney, c'est une personne qui a grandi avec sa maman qui est artiste aussi et donc c'est vrai que c'est une personne en fait qui est très créative et elle peint aussi et elle a un c'est vrai que c'est une personne, dès que je l'ai rencontrée en fait je me suis dit c'est comme un peu de manière magnétique, j'ai un peu été attirée par elle parce que je sentais que c'était une personne très inspirante et qui tendait vers un mode de vie qui m'inspire énormément. Et puis juste, en fait, la personne qu'elle est méga inspirante, quoi. Et donc voilà, ouais, je pense que si je devais citer quelqu'un, ce serait Sydney. Justement, je tiens à dire que cette interview est réalisée sans trucage parce que c'est une superbe transition parce que Sydney m'a envoyé une question pour toi. C'est vrai. Oui. Et à laquelle tu vas pouvoir lui répondre dans l'épisode. Coucou Aurélie, voilà ma question. Si tu pouvais passer une journée entière dans la peau d'un autre être humain, dans la vie d'une autre personne, qui ce serait et qu'est-ce que tu aimerais y faire? Oh là là. C'est quoi cette question? Ah, qu'est-ce que c'est dur. Putain, elle m'a pris de court là. Je pense que ça me demanderait un peu plus de temps de réflexion.
Peut-être ça peut être lié aussi avec ce que tu vis en ce moment, perso, pro, tu vois, quelque chose un peu là sur furtif Ouais. qui pourrait peut-être t'aider ou t'aiguiller ou même par curiosité, quoi. Mais je pense que si je devais changer de peau, je choisirais pas une personne, je choisirais plutôt peut-être un animal. Et on parlait de plongée avant, et je pense que j'essaierais d'aller dans la peau d'une baleine ou d'un dauphin ou d'un requin, enfin d'un gros poisson pour savoir ce que c'est que d'être sous l'eau et, euh, et que ce soit mon environnement premier, quoi. Mais ouais, en personne, c'est une question compliquée. Donc je pense que je vais esquiver la question en disant une baleine. Et elle dirait quoi aujourd'hui, la Aurélie enfant dont on parlait au début elle dirait quoi en voyant où tu en es aujourd'hui, Aurélie femme, adulte? Alors c'est vrai que c'est marrant que tu me poses cette question parce que souvent quand je fais des petits points avec moi-même, j'essaye de me demander qu'est-ce que Aurélie enfant aurait pensé ou est-ce que, qu'est-ce qu'elle aurait aimé faire, comment est-ce qu'elle aurait aimé faire ça, etc. Je pense que la Aurélie enfant dirait merci à Aurélie d'aujourd'hui de pas avoir lâché en fait ce que j'avais, enfin voilà, tout ce qu'on s'est dit au tout début de la discussion, ses envies et puis ses idées, ses rêves, etc. quoi. D'avoir un peu continué d'avoir continué à, à faire ce qu'elle aimait, à essayer d'être la plus libre possible, de créer de diverses manières et toujours, toujours en ayant vraiment devant le regard l'environnement, la nature et le respect au global en fait des autres, etc. quoi. Je pense que ce serait ça ma réponse. Et t'en as un petit peu parlé, mais je vais te poser la question signature du podcast. Qu'est-ce qui te fait te sentir libre? Ouais, beaucoup de choses. C'est vrai que la liberté, c'est très important pour moi et c'est des valeurs que j'essaye toujours de véhiculer autour de moi par plein de biais différents en fait et avec le maximum de personnes différentes. Et je pense que, enfin, ce serait tellement beau en fait si on pouvait vivre dans un monde où tout le monde est libre et peut décider de son destin, dans le respect évidemment toujours des autres et de l'environnement, mais ouais, c'est vrai que la liberté, pour moi, elle se manifeste de manière différente. Il y a évidemment euh, le l'auto-entrepreneuriat qui est j'ai travaillé pour des patrons pendant plusieurs années et combien même j'ai toujours, je suis toujours tombée sur des équipes géniales, etc. Mais vraiment cette manière de fonctionner, c'est pas trop fait pour moi. Donc voilà, pour moi, l'auto-entrepreneuriat, le fait de pouvoir décider de mes journées, de pouvoir décider de mes projets, de pouvoir décider de comment je mène ces projets, avec qui. Quelles sont les limites à ces projets, enfin voilà, c'est moi qui place tous les curseurs et ça c'est très très important. Je pense qu'il y a aussi sur le plan de la santé parce que tu me demandais tout à l'heure du coup si à partir de quand à peu près j'ai commencé à vraiment m'écouter et savoir jauger ce qui était bon pour moi et mon rythme. Je pense que la santé ça joue énormément sur ça et c'est vraiment à partir du moment où j'ai commencé à prendre plus soin de moi, de ma santé physique, mentale, émotionnelle, de m'entourer des personnes qui soient saines pour moi et à qui aussi je peux apporter du bon et du beau. Je pense que ça joue énormément et pour moi c'est vraiment un vecteur de liberté, surtout sur le plan physique et sur le plan mental. C'est tellement important en fait dès qu'on perd la santé ça devient la seule chose qu'on essaye de retrouver, donc
Donc je pense que c'est vraiment important de bouger, de ne pas laisser de côté sa santé mentale, d'essayer de trouver des ressources toujours, quoi. Et après, la liberté, elle peut se manifester de tellement de manières différentes. Mais je pense l'entrepreneuriat, le sport et la santé et je pense la confiance aussi, parce qu'on a un peu parlé des peurs, des challenges. Et je pense que la confiance, ça amène à beaucoup de liberté. D'avoir confiance en soi, c'est une chose. Mais peut-être peut-être parfois on n'a pas trop confiance en soi sur certains sujets, donc peut-être se dire je fais confiance à la vie, faire confiance dans d'autres personnes, faire confiance dans des projets. Et je pense que c'est un outil à travailler. Et en fait, plus on essaye des choses, plus on répète des choses et on fait des choses qui nous font peur, plus on les apprivoise et moins on a peur, en fait. Et pour moi, ça, c'est vraiment un vecteur de liberté aussi, quoi, d'avoir confiance et de trouver des outils qui nous permettent d'avoir confiance. Merci beaucoup Aurélie pour ce super échange. Et où est-ce que tu veux rediriger les personnes qui nous écoutent et qui veulent peut-être découvrir Anémone, découvrir la collection, suivre les prochaines créations et pareil sur tes projets aussi personnels, photos, films, etc. Alors il y a mon site anemone-studio.com où vous pouvez retrouver toutes les infos sur ma marque et tous les vêtements qui sont disponibles. Il y a aussi l'Instagram anemone_studio_. Et sinon, pour suivre mes différents projets et voir un peu ce que je partage au quotidien, c'est sur mon compte aurelgn_. Et est-ce que tu peux aussi nous partager peut-être des prochaines dates pour Southern Roads, le dernier film que tu as réalisé donc, avec Paul Duvigneau? Ouais, les prochaines projections vont être au Joenjo à Cap-Breton le 25 août et au Festival de films de surf d'Anglet le 28 août. On a d'autres dates qui vont arriver pour septembre, mais on attend les confirmations des dates. Mais pareil, ça, on partagera tout ça sur Instagram. Merci beaucoup Aurélie. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir partagé cet échange inspirant avec nous. Voix sauvage est un podcast fait maison, alors si vous souhaitez soutenir le projet, vous pouvez le rendre encore plus visible en partageant votre avis sur votre plateforme d'écoute actuelle. Et entre 2 épisodes, venez vous inspirer et échanger sur les réseaux sociaux du podcast.